Siger de Brabant, il est de la définition même de la nature humaine d'exister de manière absolue, sans limitation à un temps déterminé, comme c'est le cas au contraire de Socrate ou de Platon. Donc celui qui pose qu'il n'y a pas d'homme prend en l'homme l'opposé même de ce qui appartient à sa définition. L'hypothèse qui énonce qu'il n'existe aucun homme ou qu'il n'y a pas d'homme implique quelque chose de contraire à la nature humaine et qui est l'opposé même de sa définition. Mais ne retire-t-on pas ici trop à Siger après lui avoir trop donné? Il est possible que, comme le dit Gautier, Siger n'ait été ni un chef ni un violent, mais un comparse et un timide. Il est possible qu'il ait paradoxalement tiré une partie de son information sur Averroès de l'œuvre de théologiens hostiles à Averroès. Il est possible qu'avant 1270, son génie ait plus été dialectique que philologique et critique. Reste que ce sont bien ces arguments qui déclenchent la sainte fureur de Thomas à son retour à Paris, que ces arguments sont nouveaux et qu'il impose un sens de l'avéroïsme qu'Averroès lui-même n'eût pas imaginé. Siger n'a sans doute pas inventé la manière de lire Averroès, qui a soudain fait de ce dernier un tenant de l'unité et de la séparation de l'intellect possible. Mais il a inventé une manière d'argumenter cette thèse que Thomas a cru bon de réfuter pied à pied. S'il n'était pas original sur le fond, il était sur la forme, et c'est bien ce qui a provoqué l'intervention de Thomas. Quoi qu'on pense de l'utilité philosophique des sophismata, il est clair que Siger était un bon logicien. Le reproche final décroché par le docteur Angélique à son adversaire, s'adresser oralement à des jeunes incapables de juger par eux-mêmes, le confirme à sa manière. Qui plus que le logicien a affaire à des débutants, qui plus que lui est à même de les prendre au piège de la dialectique, qui plus que lui pratique une science de l'oral. Il est vrai que Thomas utilise la même formule dans le Contra da Contra retraentes, mais il y va à nouveau des jeunes étudiants de la faculté des arts, de ces enfants que les séculiers, ici Nicolas de Lisieux, essaient de détourner d'entrer chez les frères. Non coram pueris gariat, ne pas craqueter devant des gamins, écrire pour les gens compétents. Ce qui compte ici, c'est moins l'appel à l'écrit contre l'oral, quoi qu'ils disent, c'est bien aux écrits de Siger et de Nicolas de Lisieux que répond Thomas, que le défi de choisir un lecteur adulte qui a dépassé l'âge de la logique. En ce sens, Thomas rejoint Albert face à une figure médiévale du philosophe analytique. Siger, le docteur Angélique, prend le rôle de celui qu'on baptiserait aujourd'hui philosophe continental. Il invoque la lecture des textes, la philologie et l'histoire de la philosophie. Tel qu'il se présente à Thomas d'Aquin, l'avéroïsme est une théorie de l'âme que l'on peut caractériser par les 6 thèses suivantes. 1. L'individu humain est constitué par l'âme sensitive individuelle, étendue et unie au corps selon l'être. 2. L'intellect matériel ou possible est une substance séparée et éternelle, séparée du corps, unique pour tous les hommes et qui n'est pas forme substantielle du corps. 3. L'intellect agent est une substance séparée qui a pour fonction d'abstraire les universaux des individus. 4. La connaissance individuelle s'effectue chez l'homme par l'intermédiaire d'images individuelles. 5. Cette connaissance est appelée intellect spéculatif, lequel est individué et destructible du fait de son union avec les images. 6. Une fois la connaissance humaine accomplie, l'intellect possible s'unit à l'intellect agent et forme avec lui l'intellect acquis, intellectus adeptus, et c'est dans cet état que consiste la félicité suprême de l'homme. Puxevix, de Siger de Brabant à Jacques de Plaisance, la théorie de l'intellect chez les avéroïstes latins du XIIIe et XIVe siècle. La félicité consiste dans la connaissance des principes, égale aux causes premiers et séparés principalement de Dieu, égale le principe des principes, la cause des causes, et c'est là ce qu'on appelle la sagesse. Cet ensemble articulé de thèses a de quoi surprendre, notamment la position d'un intellect illique, matériel ou possible séparé de l'âme humaine.
Renan y voyait une affirmation obscure et inadéquate de l'universalité des principes de la raison pure, et celle non moins embarrassée d'une unité de constitution psychologique dans toute l'espèce humaine. En somme, tout en tirant la conséquence immédiate des bribes de théories livrées par Aristote dans De Anima. Le monopsychisme avéroïste n'aurait fait, en l'hypostasiant grossièrement en dehors de l'âme, qu'anticiper maladroitement une donnée que l'on dira au choix cardinal ou controversé de la psychologie moderne, l'unité et l'universalité de la raison. Face au diagnostic de Renan, la réaction du lecteur moderne risque de confondre l'ensemble de la psychologie aristotélicienne et médiévale dans l'évidente absurdité de l'avéroïsme. Une question tout au plus émergea. Comment peut-on être avéroïste? Si l'on préfère, par quelle perversion ou quelle insuffisance intellectuelle en vient-on à hypostasier à l'extérieur de l'âme humaine les premiers principes et les règles les plus générales de la pensée humaine? C'est cette attitude à la fois condescendante et anti-historique que la sévère critique thomiste d'Averroès et de ses partisans permet heureusement de dépasser. L'objectif de Thomas n'est pas d'opposer une fiction à une autre fiction, mais de replacer la doctrine avéroïste dans l'ensemble de la tradition interprétative du De Anima d'Aristote, d'en marquer les écarts et d'en expliquer les dérives. Ouvrage de polémique philosophique, le De Unitate Intellectus de Thomas est aussi et d'abord une leçon de lecture et une leçon d'histoire. Le texte comprend 5 chapitres, les 2 premiers sont philologiques, les 3 suivants argumentatifs. Le chapitre premier pourrait s'intituler Averroès contre Aristote. Il s'agit, texte à l'appui, de mettre Averroès et ses partisans en contradiction avec le stagirite. De fait, si la première caractéristique des avéroïstes est de ne rien vouloir savoir des thèses philosophiques latines, leur seconde est de ne rien comprendre au De Anima. Interprète superficiel, ils partagent la lecture perverse d'Averroès. Contre eux, patiemment, ligne par ligne, Thomas va donc implacablement dérouler le texte d'Aristote. Chaque thèse avéroïste est ainsi réfutée par une phrase du De Anima. Chaque interprétation hâtive, partielle, tronquée et redressée par un contexte négligé, un terme oublié, un passage occulté, a simplement déroulé la lettre d'Aristote. Thomas fait éclater les lacunes, les contresens et les raccourcis de son commentateur. Le chapitre se clôt par la formulation de l'authentique thèse aristotélicienne sur l'intellect. L'âme humaine est l'acte d'un corps et l'intellect possible est une de ses parties ou puissances. Le chapitre 2 achève la critique philologique de l'avéroïsme en réfutant Averroès par l'exégèse péripatéticienne du De Anima. C'est Averroès contre le péripatétisme. Thomas montre d'abord que la lecture avéroïste est contraire à celle des péripatéticiens grecs, Thémistius. Thomas est le premier commentateur médiéval d'Aristote à faire un usage approfondi de la traduction latine du commentaire sur le De Anima de Thémistius, achevé par Guillaume de Moerbeke en novembre 1267. Théophraste, mais aussi Alexandre d'Aphrodise, qu'il défend comme l'interprétation malveillante du commentateur, une attitude originale qui le distingue d'Albert. Une attitude sans fondement aussi, car comme le souligne l'édition Léoline, force est bien de reconnaître qu'en dénonçant l'erreur d'Averroès, c'est saint Thomas qui se trompe. Au contraire, la documentation fournie par Averroès était de bonne qualité et permettait de se faire des idées d'Alexandre, une idée juste. Pour le maître allemand, en effet, comme pour Averroès, Alexandre, figure centrale du matérialisme antique, est le destructeur de toute philosophie. Pour Thomas, en revanche, c'est Averroès qui est le dépravateur et le corrupteur du péripatétisme. Après les Grecs, viennent les Arabes, Avicenne et Al-Ghazali. Tous tiennent le parti opposé à celui d'Averroès. Dans les 2 premiers chapitres du De Unitate, la démarche de Thomas témoigne d'une orientation bien particulière, qui n'est ni celle de Bonaventure ni celle de Tempier. Il s'agit avant tout d'isoler philosophiquement Averroès. Les dogmes de la foi ne sont pas invoqués, l'aspect hérétique du monopsychisme est par trop évident. Seuls comptent les arguments et les textes des philosophes, les rationes et dicta philosophorum.
En fait, Thomas s'attaque à une position culturelle qui consiste à critiquer les latins sans les connaître au nom d'un péripatétisme que l'on ne connaît ou on ne comprend ou ne comprend pas mieux. Sa démarche est fondamentalement pédagogique. Après le rappel des dictats, les chapitres 3-5 développent les rationes. Le chapitre 3 est une réfutation de la première erreur avéroïste, l'affirmation de la séparation réelle de l'intellect par rapport à l'âme humaine. Ayant défini la thèse philologiquement correcte, Thomas entreprend de l'élucider philosophiquement par destruction de la thèse opposée. Il s'attaque donc par l'argumentation à l'affirmation avéroïste que l'intellect n'est pas l'âme ou une partie de l'âme qui est forme du corps humain. Le chapitre 4 est consacré à la seconde erreur d'Averroès, la plus caractéristique de l'avéroïsme, l'affirmation de l'unité de l'intellect possible. Thomas distingue clairement cette thèse de celle de l'unité de l'intellect agent, qu'il rejette comme contraire à Aristote, mais dont il reconnaît qu'elle n'est pas absurde et que de fait, beaucoup de philosophes l'ont soutenue. Le chapitre 5 conclut, comme dans une question disputée, en réfutant les arguments des avéroïstes contre la vraie thèse, la pluralité des intellects. Le chapitre 4 avait réfuté la partie positive ou constructive, pars construens, du monopsychisme. Le chapitre 5 en annule logiquement la partie négative ou destructive, pars destruens. Cet ultime volet de bois vert se termine sur un dernier rappel philologique. Les avéroïstes sont seuls à refuser la pluralité numérique des intellects. Ce sont de mauvais philosophes, mais ce sont aussi de fiefés menteurs qui prétendent imputer au seul latin un rejet du monopsychisme qui est la charte de tous les philosophes, qu'ils soient arabes comme Al-Ghazali et Avicenne ou grecs comme Thémisius. Les dernières lignes portent le dernier coup probablement le plus célèbre de tout le livre, en dénonçant chez les avéroïstes une stratégie intellectuelle qui a traversé les siècles, la revendication d'une double vérité. Reprenons tout le passage. Il y a lieu de s'étonner encore bien plus, ou plutôt de s'indigner que tel qui se prétend chrétien ose s'exprimer de manière si irrévérencieuse au sujet de la foi chrétienne, en disant par exemple que les latins n'acceptent pas cela parmi les principes. Savoir qu'il y a seulement un intellect pour la raison peut-être que c'est contraire à leur religion. Il y a là deux mots. Premièrement, parce qu'il affecte de se demander si cela est contraire à la foi. Deuxièmement, parce qu'il se présente comme s'il était étranger à cette religion. Et ce qu'il dit après, tel est l'argument par lequel les catholiques semblent vouloir fonder leur position, où il appelle position la doctrine de la foi. Et ce qu'ils osent ensuite affirmer n'est pas le signe d'une moindre présomption, savoir que Dieu ne peut faire qu'il y ait multiplicité d'intellects, car cela impliquerait contradiction. Mais il y a encore plus grave, c'est ce qu'il dit ensuite. Par la raison, je conclus de nécessité que l'intellect est numériquement un, mais je tiens fermement le contraire par la foi. Il pense donc que la foi porte sur des affirmations dont on peut conclure le contraire en toute nécessité. Or, puisqu'en toute nécessité seul peut être conclu le vrai nécessaire, dont l'opposé est le faux impossible, il s'ensuit, selon son propre dire, que la foi porte sur du faux impossible, hypothèse que Dieu lui-même ne pourrait réaliser et que l'oreille d'un fidèle ne peut supporter. Qui est l'auteur visé par Thomas? La tradition répond Siger de Brabant, comme certains textes médiévaux ajoutent Boès de Dacie. Un manuscrit parisien des condamnations de 1277, où figure en bonne place le monopsychisme, livre le tout sous la rubrique Contra Sogerum et Boesium Hereticos, la Declaratio Raimundi de Ramon Lulle, qui est une réfutation commentée des 219 thèses condamnées au siècle précédent par Tempier, porte aussi le titre de Liber contra errores Boeti et Sigeri. Enfin, une autre copie du syllabus de 1277 dit en toutes lettres que le principal propagateur des articles condamnés était un clerc appelé Boès. Principalis assertor historum articolorum fuit quidam clericus Boetius appellatus. Faut-il croire ces témoignages?
Rien n'y oblige pour Boès et de Dacy. Le seul argument positif, l'imputation de la doctrine dite de la double vérité, ne résiste pas à l'examen. Mais pour Siger, chacun allègue ses parallèles, les uns tirés des questiones in 3 de anima, 13 de anima, les autres des questiones de anima intellectiva. Tous mis ensemble rendent la chose vraisemblable. Tout mis ensemble rendent la chose vraisemblable. Aucun n'est décisif. Aucun, en tout cas, y compris les passages allégués dans l'édition léonine, ne concerne les points cruciaux. On nous pardonnera peut-être de revenir après tant d'autres sur la question et de proposer ce que nous croyons être une preuve incontestable. L'édition léonine relève seulement la formulation prudente de la double vérité dans les questiones de anima intellective. Bazin et le passage sur le feu de l'enfer, de sujets identiques mais sans ressemblance doctrinale. Aucune preuve donc. Remarquons d'abord que le philosophe dénoncé au début est le même que celui mentionné à la fin. Le tenant de la double vérité est aussi celui qui affirme l'impossibilité pour Dieu de réaliser en même temps des contradictoires. Aucun texte de Siger ne revendique expressément l'existence de deux vérités contraires. On peut donc être tenté de conclure que le mauvais chrétien et le mauvais philosophe stigmatisé par Thomas, celui qui visiblement a provoqué par ses excès sa colère vengeresse, n'est pas Siger de Brabant. Si en revanche on lit le paragraphe 119 à la lumière du 118, Siger redevient un candidat valable, car jusque dans le De Anima Intellectiva, chapitre 7, autrement dit dans l'œuvre où il répond le plus prudemment possible au De Unitate Intellectus, le maître de Brabant reprend l'argument soumettant Dieu au principe de contradiction. Mais si l'on dit, puisqu'il y a en moi une certaine âme intellective, Dieu peut en faire une autre semblable à elle, et ainsi il y en aura plusieurs, il faut répondre que Dieu ne peut réaliser simultanément des contradictoires ou des opposés, et que Dieu ne peut faire qu'il y ait plusieurs hommes, dont n'importe lequel puisse être ce Socrate-ci. En effet, si tel était le cas, cela reviendrait à faire qu'il soit à la fois plusieurs et un seul, plusieurs et pas plusieurs, un seul et pas un seul. L'indice fourni par le De Anima Intellectiva est capital. On dira qu'il est tardif. Nous répondons qu'il est d'autant plus probant, Siger persiste et signe. En outre, ce n'est pas le seul témoignage. Thomas a déjà mentionné l'argument litigieux et il en a rapporté les supposées preuves. Si donc l'intellect est séparé et il n'est pas une forme matérielle, il n'est en rien multiplié par la multiplication des corps. Ils font tellement confiance à cet argument qu'ils disent que Dieu ne pourrait faire plusieurs intellects de même espèce en divers hommes. Ils pensent en effet que cela impliquerait contradiction, car le fait d'avoir une nature multipliable selon le nombre est étranger à l'essence d'une forme séparée. Et ils ne s'en tiennent pas là, car ils prétendent en conclure qu'aucune forme séparée n'est numériquement une, ni quelque chose d'individué. Le De Unitate Intellectus précise clairement quelle est la principale preuve. Toute multiplication est contraire à la nature de l'intellect. Et ceux qui, pour montrer que Dieu ne peut faire qu'il y ait plusieurs intellects, prétendent que cela renfermerait une contradiction, argumentent de manière très fruste. Supposer en effet qu'il ne soit pas de la nature de l'intellect d'être multiplié, toute multiplication de l'intellect ne devrait pas nécessairement renfermer une contradiction. Or, c'est Siger et ceux des les questiones in terzo de anima qui le premier invoque ce principe. Je dis qu'il n'est pas dans la nature de l'intellect d'être multiplié selon le nombre. En effet, la métaphysique, livre 7, dit que c'est seulement par la matière que ce qui engendre donne naissance à quelque chose de multiple en nombre et d'un en espèce. Et il revient clairement à la charge dans le passage déjà cité du De Anima Intellective. Si de par sa définition même, l'âme intellective est quelque chose d'individuel, subsistant par soi, tel Socrate, faire une autre âme intellective de même espèce que celle qui est en ce moment reviendrait à ce qu'elle soit faite à la fois même et autre de l'autre. En effet, dans les êtres séparés de la matière, l'individu est à lui-même sa propre espèce, et c'est pourquoi être contenu sous une espèce, c'est pour un individu de ce genre être contenu sous un autre individu, ce qui est impossible.
La conclusion s'impose d'elle-même. L'auteur dénoncé au paragraphe 95, 16 et 118 du De Unitate, celui qui est tacitement présent dans l'argumentation du paragraphe 101 est Siger de Brabant. Mais dira-t-on, aucun texte de Siger ne soutient la doctrine de la double vérité dénoncée par Thomas au paragraphe 118. L'objection est sans valeur. Tout d'abord, en effet, comme nous l'avons montré ailleurs, personne avant Thomas qui l'invente, Tempier qui l'institutionnalise et Raymond Lulle qui la popularise, n'a soutenu l'absurde doctrine de la double vérité, ni Boès de Dacy auquel on attribue faute de connaître la logique, ni a fortiori Siger de Brabant. La doctrine de la double vérité est un piège logique tendu par Thomas à des auteurs qui se contentaient d'affirmer que si ce que la philosophie donnait pour vrai était faux aux yeux de la foi, cela devait pour ce motif même être rejeté. L'argument de Thomas est fondé sur les principes cardinaux de la logique aristotélicienne, bivalence et contradiction. En bref, on ne peut simultanément affirmer une proposition et son contraire. Si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. L'avéroïste peut entraîner son adversaire dans un faux compromis. Il demande le droit de penser que P comme philosophe et croire que non P comme chrétien. Thomas répond que ce n'est pas ce qu'il fait en affirmant le caractère nécessaire démonstratif scientifique de la preuve que P est le cas. L'avéroïste pose du même coup la fausseté et l'impossibilité de non P. De fait, pas plus qu'on ne peut à la fois affirmer que P et affirmer que non P, on ne peut affirmer que P est démontré sans poser en même temps que non P est démontré. Selon Thomas, dire, comme le fait l'avéroïste, que l'on peut démontrer à la fois P et non P, P, dans le même temps croire que non P n'est qu'une misérable fallacie qui ne peut tromper personne. Ensuite et surtout à ne pas remarquer le lien des paragraphes 118 et 119 du De Unitate. Les historiens ne sont pas aperçus qu'en obligeant logiquement l'avéroïste à dire que la foi porte sur de l'impossible. Thomas ne faisait que reprendre ce que son adversaire avait déjà confessé de lui-même en soutenant expressément que Dieu ne peut faire qu'il y ait multiplicité d'intellect, car cela impliquerait contradiction. De fait, affirmer selon l'ordre de la nature et aux yeux de la philosophie l'impossibilité pour Dieu de réaliser simultanément des contradictoires revient à poser que le croyant qui maintient la pluralité des intellects croit à quelque chose d'impossible. Or, et on ne l'a pas vu, la première formulation de la doctrine de la double vérité, autrement dit celle que forge Thomas pour piéger son adversaire, ce n'est pas une formulation générale portant sur les rapports de la foi et de la raison, c'est un énoncé précis portant sur la problématique de l'intellect. C'est dans le contexte du monopsychisme et de lui seul, et allons plus loin sur le terrain exact de la soumission de Dieu au principe de contradiction, que naît la pseudo-doctrine de la double vérité. Il est donc inutile de chercher chez Boès, qui ne parle pas de l'unité de l'intellect possible et que Thomas n'a pas lu, l'amorce d'une doctrine sciemment attribuée par Thomas à Siger pour porter un coup fatal et sur sa noétique à un auteur qui l'a lu. Veut-on un argument supplémentaire? Les formules même de Siger dans le De Anima Intellectiva nous l'apportent. Ayant lu le De Unitate, le maître de Brabant ne peut ignorer l'accusation qui lui est faite. La naïveté de sa réponse peut étonner de la part d'un si bon logicien, mais elle a une bonne explication. Face à l'imparable dialectique de Thomas, Siger conserve son attitude initiale. Il reproduit en toute bonne foi la formule qui a permis à Thomas de le piéger. Estimant qu'il n'a jamais personnellement mis ex aequo vérité philosophique et vérité chrétienne, il redit ce qu'il a toujours dit. Les philosophes ont une conception de la vérité que la foi dément. Seul l'accent change, le ton est plus solennel à la mesure de l'accusation. L'argument qu'on lui reproche et la position qu'il instrumente sont ceux des philosophes. La réponse de la foi chrétienne, qui est la seule expression de la vérité, est tout autre. Siger conclut donc sans détour, remplaçant le défini, la foi chrétienne, par sa définition, la vérité. Mais il est certain, selon la vérité, qui ne peut mentir, que les âmes intellectives sont multipliées par la multiplication des corps humains. On peut juger qu'il y a là un repli stratégique. On peut aussi penser que Siger se défend mal. Une chose nous paraît sûre, sa maladresse même le désigne comme le véritable interlocuteur de Thomas.
Siger essaie de convaincre. Il ne le ferait pas s'il n'avait pas toujours été prêt à le faire. Au contraire, sur le même terrain et face au même problème, un anonyme des années 1270, l'anonyme de Van Steenbergen, ne craint pas de chercher chez Averroès de quoi échapper au piège de Thomas. Mieux, au lieu de protester de sa sincérité personnelle, il revendique le point de vue quasi-sociologique du conflit des facultés, contrairement à Siger. Il ne se défend pas en chrétien injustement soupçonné, il contre-attaque en professeur de philosophie face aux théologiens de profession. Argument des théologiens, un agent dont la puissance ne souffre ni diminution ni imperfection peut faire ce qu'il y ait plusieurs formes séparées dans une même espèce. Or, tel est le cas du premier agent. À cela, il faut dire que c'est vrai selon la foi. Néanmoins, c'est le commentateur qui donne la solution dans le livre du ciel et du monde. En effet, il y soutient que ne peut pas pouvoir faire ce qui est impossible ne diminue en rien la puissance du premier. C'est pourquoi le commentateur dit que faire plusieurs formes séparées dans une même espèce est impossible, puisque ce serait faire des contradictoires. Pas pouvoir faire ce qui est impossible. Enfin, répondant à la dernière phrase, et ils ne s'en tiennent pas là car ils prétendent en conclure qu'aucune forme séparée n'est numériquement une ni quelque chose d'individué, il assume sans faiblir l'analyse de Thomas. Ce que dit la foi est bel et bien impossible aux yeux de la philosophie. Le fondement de la position du commentateur est le suivant, il se fonde sur ce qu'aucune forme séparée ne peut être nombrée et multipliée. Cette thèse est contraire à la foi, mais la thèse contraire, celle de la foi, est elle-même impossible aux yeux de la philosophie. Il est vrai que selon la foi, il peut y avoir pluralité numérique de formes séparées au sein d'une même espèce, mais selon Aristote et tous les philosophes, cela est impossible. Ainsi donc, les arguments d'Averroès sont comme irréfutables, l'opposé, lui, étant vrai par la foi. On comprend ce qui fait l'originalité de Inuitat Intellectus de Thomas, c'est de s'attaquer à un auteur original et vivant, Siger de Brabant, non à une fiction théorique et d'aller au détail. Loin de retirer à l'importance de la querelle de l'avéroïsme en réduisant sa base statistique, la concentration de la lecture du De Unitate sur la personne de Siger explique au contraire certains aspects importants dans la construction du mythe de l'avéroïsme latin, notamment le rôle paradoxal joué par les théologiens dans l'invention du mal qu'ils dénonçaient. C'est parce qu'il s'en prend à Siger de Brabant sur un terrain précis que Thomas invente la double vérité. Thomas invente la double vérité, au départ un argument imparable, qui cependant, 7 ans plus tard, sous la plume volontairement brutale d'Étienne Tempier, deviendra une doctrine positive définissant dans sa duplicité même la revendication centrale de l'avéroïsme. Ils disent en effet que certaines choses sont vraies selon la philosophie, qui ne le sont pas selon la foi catholique, comme s'il y avait deux vérités contraires, comme si la vérité des Saintes Écritures pouvait être contredite par la vérité des textes de ces païens que Dieu a damnés. C'est parce qu'il s'en prend à Siger que Thomas, avec cet argument, contraint après coup l'anonyme de Van Steenbergen à assumer la position qu'il avait polémiquement imputée à Siger. C'est parfois l'histoire elle-même qui fabrique les mythes de l'historiographie, mais c'est elle aussi qui permet de les corriger. Si Siger de Brabant est la cause occasionnelle de l'invention thomiste de la double vérité, Boès de Dacy n'a décidément plus rien à voir dans l'affaire. Analysant logiquement l'argument qui servait à lui attribuer la paternité de la doctrine, nous avons montré ailleurs qu'il ne pouvait logiquement en être l'auteur. Alain de Libérade en pensait au Moyen-Âge, loin d'affirmer la coexistence de deux vérités contradictoires, la vérité philosophique et la vérité de foi. Boès soutient qu'elles ne peuvent s'opposer. Leurs thèses supposées contradictoires n'ont qu'une apparence de contradiction. Cette théorie repose sur un principe fondamental de la logique aristotélicienne. Réfutation sophistique, chapitre 25. L'impossibilité d'obtenir une contradiction en opposant une proposition prise au sens absolu, simplicitaire, et la même proposition prise à un sens relatif, secondum quid. C'est sur cette base qu'il construit à propos de l'éternité du monde, thèse numéro 5 dans la liste du 10 décembre 1270, et de l'inexistence d'un premier homme, thèse numéro 6, un argument purement logique destiné à montrer que les vérités de la foi et celles de la philosophie relèvent de voies
distinctes. Nous savons que celui qui affirme que Socrate est blanc et que celui qui nie que sous un certain rapport Socrate est blanc disent vrai l'un et l'autre. De même, le chrétien dit la vérité en affirmant que le monde et le premier mouvement soient nouveaux, qu'il y ait eu un premier homme et que chaque homme reviendra à la vie numériquement identique et qu'un être engendrable peut accéder à l'existence sans avoir été engendré, pourvu seulement qu'on admette que cela est possible par une cause dont la puissance soit plus grande que ne l'est celle d'une cause naturelle. Mais il dit aussi la vérité, celui qui dit que cela n'est pas possible par des causes et des principes naturels. En effet, le physicien ne concède et ne nie rien qu'à partir de principes naturels et de causes naturelles, et de la même manière que le grammairien, parlant en tant que tel, ne concède rien sinon à partir de principes grammaticaux et de causes grammaticales. Autrement dit, entre l'affirmation du chrétien « le monde est nouveau » et celle du philosophe, selon l'ordre des causes et des principes naturels, le monde n'est pas nouveau. Il n'y a pas plus de contradiction qu'entre Socrate est blanc et sous un certain rapport, Socrate n'est pas blanc. Y voir une contradiction, c'est faire une grave faute de logique, se rendre coupable de paralogisme connu au Moyen-Âge sous le titre de fallacia secundum quid et simplicitaire. Comment accuser Boès sans faire de faute logique, tel le problème brillamment résolu par Tempier dans sa reformulation de l'argument thomasien sur la double vérité? Il suffit de ponctuer autrement le texte de Boès, plus précisément de déplacer l'expression secundum quid et de lire « Nous savons en effet que celui qui dit que Socrate est blanc et celui qui nie que Socrate est blanc disent vrai l'un et l'autre sous un certain rapport ». Pour obtenir deux vérités contraires, là où Boès voit deux vérités qui ne se contredisent pas. La manipulation est évidente, mais elle traverse les siècles. Le maître danois voit donc dans son nom constamment associé à une doctrine affirmant ces deux énoncés, P et non P, pris tous deux absolument sont vrais en même temps sous un certain rapport, alors qu'il dit que P pris absolument et non P pris sous un certain rapport ne se contredisent pas. Nous achevons ici notre démonstration en disant qu'il n'avait pas non plus à l'être, depuis la critique thomiste de Siger, la place était prise et bien prise.